Présentation de lettres de créance. Trois nouveaux ambassadeurs ont présenté aujourd'hui au président de la République par intérim leurs lettres de créance. Il s'agit du nouvel ambassadeur du Japon au Mali, de celui de la République islamique d'Iran au Mali et enfin de celui du Pakistan avec résidence à Alger. Célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, c'est demain 1er décembre 2012 et le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célébrera l'événement sous le thème Zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida. Dans ce journal, Nyanya Alou Traoré consacre un dossier à la prise en charge et au vécu quotidien des mères et des enfants victimes du sida. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester sur le RTM et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec ce communiqué à l'occasion du voyage d'amitié et de travail à Niamey au Niger de son Excellence le professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim. Le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou le samedi 1er décembre 2012 les membres de la délégation présidentielle à 13h, les membres du corps constitué désignés à 13h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu à 14h. Trois nouveaux ambassadeurs ont donc présenté ce matin leur lettre de créance au président de la République par intérim. Il s'agit des ambassadeurs du Japon au Mali, de la République islamique d'Iran au Mali et celui du Pakistan avec résidence à Alger. Les trois nouveaux diplomates s'engagent à renforcer la coopération entre le Mali et leurs pays respectifs. Mohamed Diarra. L'homme qui vient de franchir le portail de la résidence du président de la République par intérim est le nouvel ambassadeur du Japon au Mali. Du haut de ses 1m60, Akira Matsubara est venu remettre au professeur Dioncounda Traoré le document qui l'accrédite au Mali. Il entend renforcer la coopération entre le Mali et le pays du Soleil levant dans les différents domaines de coopération. Le diplomate japonais est marié et parle français. Les mêmes honneurs sont rendus au nouvel ambassadeur de la République islamique d'Iran au Mali. Après les sujets protocolaires, Ali Reza Kassae est reçu par le président de la République. Ce quinquagénaire est un ingénieur en électronique et en télécommunication. Il est détenteur d'un doctorat en sciences politiques, ce qui devra lui permettre de donner du tonus à la coopération irano-malienne. Cela est d'autant plus nécessaire que le Mali et l'Iran sont deux pays membres de l'OCI. Le diplomate se servira aussi de son expérience en communication pour établir le pont entre son pays et le nôtre. Kassae fut directeur de publication du magazine de l'Asie centrale et d'Abkhazie. Le nouvel ambassadeur de la République d'Iran est polyglotte. Son aîné de 8 ans s'appelle Khalid Durrani. Il est l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan au Mali avec résidence à Alger. Après avoir remis ses lettres de créance, le nouvel ambassadeur pakistanais a longuement échangé avec le président de la République par intérim. M. Durrani est un diplomate chevronné puisqu'il a occupé des fonctions diplomatiques au Pakistan et conduit des missions à l'étranger. Il fut haut fonctionnaire du Pakistan au Nigeria pendant 3 ans. Il est titulaire d'un master en défense et en recherche stratégique de l'Université de défense nationale d'Islamabad. L'Assemblée nationale a voté hier 5 projets de loi. Ils sont essentiellement relatifs à la ratification d'accords de prêt signés notamment entre le gouvernement et la BID. Ils visent à financer le projet d'appui au programme de logement social à Bamako, la deuxième phase du projet de développement rural intégré de Kita et le programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants dans les régions de Kaï, Koulikoro et Sikasso. Le dernier projet de loi adopté a porté sur la création de l'inspection de l'environnement et de l'assainissement. Le point avec Ibrahima Traoré. Immense choix du ministre du Logement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières après un oui de l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté 2 projets de loi qu'elle a défendus. Ils autorisent la ratification de 2 accords de prêt signés entre le gouvernement du Mali et la Banque islamique de développement pour le financement de la construction de 1000 logements sociaux à Bamako. Les 2 prêts totalisent plus de 7 milliards 800 millions de francs CFA. Le ministre de l'Agriculture a également convaincu les députés qui ont adopté 2 projets de loi autorisant la ratification de 2 accords de prêt, là aussi signés entre le gouvernement et la BID. Le premier porte sur le financement de la deuxième phase du projet de développement rural intégré de Kita. Le PEDRIC 2 concernera notamment l'aménagement hydro-agricole, les infrastructures de désenclavement et l'hydraulique villageoise. Son but, améliorer les conditions de vie des populations rurales de Kita et de Bafoulabé. Il coûtera 12 milliards de francs CFA environ. Le second projet de loi concerne le financement du programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants pour l'Afrique subsaharienne. Il sera mis en œuvre dans les régions de Kaï,
Koulikoro et Sikasso. Les cultures cibles sont les produits alimentaires de base. Au total, 80 000 familles paysannes bénéficieront directement des interventions de ce programme. Le dernier projet de loi voté à l'unanimité a porté sur la création de l'inspection de l'environnement et de l'assainissement. La structure aura pour mission le contrôle du fonctionnement des services et organismes relevant du département chargé de l'environnement et de l'assainissement. Elle veillera aussi à l'application des dispositions législatives et réglementaires des services du département. Le budget annuel de l'inspection est évalué à plus de 278 millions de francs CFA. Actualité à l'hémicycle, toujours, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés qu'il sera organisé à leur intention un atelier d'échange et d'informations sur les rapports du vérificateur général aux fins de leur meilleure exploitation par la représentation nationale le samedi 1er décembre 2012 à partir de 9h à l'hôtel Kempinski. Et comme vous le découvrez sur ces images à quelques heures du démarrage du mois de la lutte contre le VIH-Sida, le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre la maladie a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale par intérim. Au cours de leur entretien, Malik Sen a fait le point de la situation du VIH-Sida dans le pays. Il a également évoqué avec Younous Tiré l'importance de la création d'un fonds national qui appuiera les fonds internationaux. Cette audience du secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le Sida à l'Assemblée nationale a permis de rappeler aux élus de la nation leur rôle dans la lutte contre le VIH-Sida. Demain, 1er décembre 2012, le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette journée permet la sensibilisation dans la prévention contre le virus du VIH. L'événement est célébré cette année sous le thème « Zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida ». À cette occasion, le secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida a livré un message dans lequel il met l'accent sur les efforts consentis par le Mali et les défis à relever. Nous écoutons Malik Sen au micro de Bourama Traoré. Et le thème qui a été choisi l'année dernière et qui continue cette année, c'est l'atteinte des objectifs de 3.0. C'est comment faire pour que, à partir de maintenant, il y ait zéro nouvelle infection. Ensuite, il y ait zéro décès lié au VIH-Sida et il y ait zéro discrimination. Concrètement, zéro nouvelle infection, ça veut dire nous sommes 15 millions de Maliens, il y a 5 000 qui sont malades. Il y a 14 900 000 qui ne sont pas malades, qui ne sont pas porteurs du VIH-Sida. Quels sont les différents programmes de sensibilisation, d'éducation, d'information que nous pouvons entreprendre pour que les 14 900 000 Maliens qui ne sont pas malades restent sains et qu'ils ne prennent pas le virus. Le deuxième zéro décès lié au VIH-Sida, c'est quelles sont les dispositions que nous pouvons prendre pour soigner les 100 000 personnes qui ont le virus, pour que justement personne ne meure plus de sida au Mali ni ailleurs. Le troisième objectif, c'est zéro discrimination. Ça, c'est le respect des droits humains, les droits des malades. Et comme vous savez, le regard de l'autre, ça fait plus de mal aux malades que la maladie. Toujours par rapport à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, le directeur exécutif d'ONU SIDA, notre compatriote Michel Sidibé, a adressé un message à la communauté internationale, un message que je vous propose de suivre. Millions de personnes qui se sont réunies avec compassion et détermination à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, nous disons que votre sang, votre sueur et vos larmes changent le monde. Nous sommes passés de la détresse à l'espoir. Beaucoup moins d'individus meurent du sida. 25 pays ont réduit les nouvelles infections de plus de 50%. Je veux voir ces résultats dans chaque pays. Le rythme des progrès s'accélère. Il est sans précédent. Ce qui prenait une décennie est désormais réalisé en 24 mois à peine. Maintenant que nous savons qu'une intensification rapide et massive des programmes de lutte contre le VIH est possible, nous devons aller à l'échelle. Mes amis, il ne nous reste que 1000 jours avant que le monde n'atteigne les objectifs du millénaire pour 2015. Alors aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale du sida, nous renouvelons notre engagement en faveur de l'objectif zéro. Zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida.
Voilà cet autre communiqué avant de poursuivre cette édition. Suite à la tentative d'enlèvement de la directrice générale de la pêche, Mme Maïga Sinadamba, nous avons reçu les déclarations de protestation et de condamnation de l'Association des jeunes volontaires de la pêche contingent 2005-2008, de la coordination des jeunes ressortissants du Cercle de Nara, de l'Association des jeunes diplômés volontaires AJDV APEJ promotion 2012 et du mouvement patriotique pour le renouveau MPR. Tous condamnent la tentative d'enlèvement qui n'honore pas notre pays et exhorte le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour rechercher et punir les auteurs. Le vérificateur général a organisé ce matin une conférence de presse pour présenter son rapport. Amadou Ousmane Touré a voulu partager avec la presse les conclusions des travaux effectués au niveau de 10 structures dont la faible gestion a créé un vide de 10 milliards 100 millions de francs CFA. Amadou Bagayenko. Ce 7e rapport annuel du vérificateur général porte sur des irrégularités qui ont causé à l'État des pertes financières s'élevant à plus de 10 milliards de francs CFA. Peu estime la presse. Le vérificateur général Amadou Ousmane Touré apporte des éclairages. Les structures que nous avons identifiées et sur lesquelles, sur 6 mois, il était possible pour nous de faire des vérifications, étaient des structures dont la gestion financière n'était pas assez forte. Au nombre de ces structures, les centres d'impôts, les domaines de Kati. Et puisqu'il s'agit d'assainir la gestion des fonds publics, les journalistes se demandent pourquoi les recommandations sont, en tout cas c'est une conviction, sans suite. Nous ne sommes pas des gendarmes, nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas des procureurs. Nous, notre travail, c'est de collecter des faits, des informations, les traiter, les analyser, les formuler sous forme de recommandations, les dénoncer comme sous forme de faits susceptibles. Il appartient en ce moment à chacun, à chaque autorité de s'assumer et de prendre sa part de responsabilité dans la construction de la cathédrale. Autre moyen de pression, selon le vérificateur général, c'est la publication des rapports individuels très édifiants. Si cela n'est toujours pas encore un acquis, avec son professionnalisme, la presse, quant à elle, peut bousculer l'ordre des choses, insiste le vérificateur général. Les journalistes membres du réseau économique viennent de terminer une formation de sensibilisation et d'initiation au plan d'action gouvernemental pour l'amélioration et la modernisation des finances publiques. Une formation qui leur a permis de comprendre le système de la gestion des finances publiques dans les services de l'État. Adama Koulibaly. L'atelier séminaire était organisé par la cellule d'appui à la réforme des finances publiques CARFIP. Il avait pour objectif d'initier les journalistes s'intéressant au volet économie et finances à comprendre le plan d'action gouvernemental pour l'amélioration et la modernisation de la gestion des finances publiques PAGAM-GFP. Un processus que les gestionnaires des finances jugent cohérent avec la stratégie de développement arrêtée par le cadre stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté CSCRP. Du terrain qui nous a permis également de comprendre exactement, en tout cas, toute la politique de la gestion des finances publiques, toute la chaîne des dépenses et de recettes de la gestion des finances publiques en République du Mali. Nous avons pu découvrir des choses sur l'élaboration, les réformes engagées et aussi l'évolution de certaines structures centrales de l'administration des finances publiques au Mali. Les modules ont porté sur le contexte de la réforme des finances publiques, la situation des finances au Mali, les enjeux et la visite de terrain a complété le tableau de cette formation. Chaque réforme naît d'abord de l'insatisfaction des besoins existants. Il vous a été expliqué durant les travaux que l'élaboration du premier PAGAM a été participative, elle a été inclusive, exhaustive. Les journalistes souhaitent la poursuite de l'initiative. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de brigade Yamoussa Kamara, a rencontré ce matin les troupes dans le camp de Kati et de Ntomikorobougou. C'était pour faire le point des équipements, l'accompagnement de la communauté internationale et la situation des déserteurs, entre autres. Les troupes se disent déterminées et décidées pour la reconquête des régions occupées. Dans son message, le ministre a surtout insisté sur la rigueur, la discipline et le don de soi.
Voilà, c'était donc là les images de la visite du ministre Yamoussa Kamara dans les camps de Kati et de Tomikoro-Bougou. La lutte contre les violences basées sur les genres, quelles actions pour la réparation des préjudices subis par les victimes de viols et autres formes en situation de conflit. Le sujet était au centre d'une conférence organisée par le groupe Pivot, Droits et Citoyenneté Femmes. Il s'agit comme objectif de condamner toutes les formes de discrimination faites aux femmes. Reportage de Fatoumata Kone. Depuis l'occupation des régions nord du Mali, ce sont les femmes qui payent de lourds tributs. Elles subissent toute forme de violence. Une situation qui interpelle les organisations féminines nationales et internationales et le gouvernement. C'est pour dire non aux exactions subies par les femmes que le groupe Pivot Droits et Citoyenneté Femmes a organisé cette conférence de haut niveau. L'objectif, c'est d'échanger sur les violences faites aux femmes et filles en période de conflit en vue de trouver des solutions permettant de punir ces crimes. Il s'agit surtout de mettre l'accent sur les mécanismes de prise en charge des victimes et les stratégies de prévention et de protection à développer en situation de conflit. Chacun de nous s'investira positivement pour qu'ensemble, nous échangions, partageons et dégagions des résolutions consensuelles pour bannir à jamais les violences basées sur le genre. Les organisatrices ont fait des projections sur les violences faites aux femmes, notamment à Menaka et Gao. Elles ont également évoqué les textes nationaux et internationaux ratifiés par le Mali. Occasion pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de rassurer les femmes quant à la punition des crimes pendant la crise. Le viol est puni assez sévèrement dans la législation malienne. Les sanctions sont variées. Il y a l'emprisonnement ferme et je tiens à assurer que le gouvernement jouera sa partition en ce qui concerne la répression de ces infractions-là. Les représentantes de la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire et la RDC vont partager leurs expériences avec leurs sœurs du Mali en matière de violence basée sur le genre. Dans le cadre de son programme de solidarité, le Lions Club International vient d'offrir hier des fournitures scolaires à 3 975 élèves déplacés du Nord résidant à Bamako. La valeur financière de ces dons est estimée à 22 500 000 francs CFA. La cérémonie de remise symbolique s'est déroulée à l'école de la République. Reportage de Garibou Pérou. On ne va pas bien loin si l'on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. Cette idée simple est le point de départ du lionisme. Le club vient de renforcer ses fondements à travers la remise des fournitures scolaires à des élèves déplacés du Nord résidant à Bamako. Nous avons décidé de venir en aide à ces enfants-là en leur apportant des kits scolaires. Il n'y a pas de développement sans éducation. C'est la raison pour laquelle nous, Lions, nous avons choisi de nous lancer dans la bataille de l'éducation, dans la bataille contre l'analphabétisme. La bataille engagée contre l'analphabétisme par la grande famille de Lions Club concorde avec la politique nationale de l'éducation de notre pays. Nous avions donc un geste de solidarité des Lions Club et nous avions entendu des enfants bien enthousiastes nous réciter des poèmes. Donc ce geste-là, c'est pour permettre à l'école d'aller de l'avant et permettre à notre pays de se relever. Le club existe au Mali depuis 1958. Le siège principal de cette organisation, composé de toutes personnes animées de bonne volonté, se trouve aux États-Unis. Pour ce qui est de la cérémonie de remise des kits, la déclamation des poèmes par des élèves de l'école de la République figurait à son menu. L'abattoir frigorifique de Sabali-Bougou, dans la commune rurale de Kalabankoro, au cercle de Kati, se trouve dans un état satisfaisant. C'est le constat fait hier par le ministre de l'Élevage et de la Pêche. C'était au cours d'une visite qu'il a effectuée dans les locaux de laboratoire, en compagnie des autorités locales de Kalabankoro. Reportage de Fademba Keita. Géré auparavant par la société Djekanou, l'abattoir frigorifique de Sabali-Bougou, commune rurale de Kalabankoro, était l'un des abattoirs les plus délabrés, présentant des odeurs nauséabondes. Passé sous tutelle de l'État en juin 2012, environ 80 agents appuient l'administrateur provisoire pour donner un souffle nouveau à l'entreprise. Grâce à une synergie d'action des agents de l'abattage, du dépêchage, de la mise en chambre froide, d'entretien de la cour et de l'équipe de maintenance, cet abattoir est aujourd'hui une référence. Malgré les progrès remarquables enregistrés, le premier responsable du département estime que de nombreux défis restent à relever. Si on compare l'état de cet abattoir aujourd'hui à ce qu'il était hier, il y a eu un grand changement. Cet abattoir est réputé être le meilleur du Mali aujourd'hui. Beaucoup de choses qui doivent être faites par des machines se font avec la force humaine.
Au cours de la rencontre, le personnel n'a pas manqué de souligner les problèmes clés de l'heure, à savoir les 5 mois d'arriérés de salaire au compte de la société Djekanou et la non-signature des contrats de travail. Un nouveau manuel pratique du parajuriste malien est désormais disponible. Son lancement a eu lieu hier après-midi au centre Awa Keïta. Le document qui comprend 10 sections détermine le rôle des parajuristes et explique la conduite à tenir pour accompagner les communautés à la base. Ce document se veut également un outil de promotion des droits humains en milieu rural. Moussa Fane. Les parajuristes ne sont pas des juristes, mais ils ont des capacités leur permettant de donner des conseils et appuis juridiques aux communautés à la base. Pour permettre aux intéressés de mener à bien leur mission, un document de 82 pages vient d'être mis à leur disposition par un consortium d'ONG et associations. Ce manuel, il répond aussi à un besoin des Maliens, car si le premier manuel était une source de documentation juridique, le présent est un outil pratique permettant aux parajuristes de maîtriser les techniques relatives à leur travail. Ces documents ont été réalisés grâce à l'accompagnement du partenaire du consortium, l'ambassade du Royaume du Danemark, qui en appelle à une utilisation efficiente. Le manuel est un outil de travail qui permet aux parajuristes de travailler de manière plus efficace. Il leur permet aussi de documenter leur travail pour des plaidoyers mieux informés et ciblés au niveau national. Je demeure convaincu que dans le processus d'utilisation, les partenaires techniques et financiers qui aident le gouvernement du Mali à faire en sorte que la promotion des droits humains puisse être une réalité ici, n'hésiteront pas à nous accompagner tous. Les parajuristes interviennent dans toutes les régions du Mali et les services qu'ils offrent sont gratuits. Le Centre de recherche, d'études et de documentation pour la survie de l'enfant CREDOS a tenu aujourd'hui la 10e session de son conseil d'administration. Au cours de cette session, les administrateurs évalueront l'état d'exécution des activités et du budget à la date du 30 septembre 2012 et examineront le budget 2013. Amadou Ouattara. Cette 10e session du conseil d'administration du Centre de recherche, d'études et de documentation pour la survie de l'enfant se tient à un moment où le pays connaît une situation économique difficile due à la crise qu'il traverse depuis des mois. Malgré ces difficultés, le centre a pu enregistrer des résultats encourageants. En ce qui concerne le budget 2012, sur une prévision globale de 346 millions, le CREDOS a pu mobiliser un montant de 402 millions, soit un taux de 115%. Les ressources propres issues du financement des études de recherche ont beaucoup contribué à la réalisation de cette tendance. Pour pérenniser ces acquis, le centre se doit de relever plusieurs défis. Certaines des préoccupations du centre connaissent certes un début de dénouement. D'autres cependant perdurent et doivent faire l'objet de propositions concrètes de votre part. Les administrateurs du centre mettront à profit cette 10e session pour faire des suggestions et recommandations allant dans le sens de la résolution des problèmes de la structure. Les commerçants détaillants maliens peuvent désormais bénéficier d'une subvention sur les soins médicaux grâce à la signature d'une convention entre le syndicat des commerçants détaillants du Mali, SINACODEM, et l'Union technique de la mutualité malienne, UTM. Le syndicat s'engage à garantir l'assurance maladie volontaire de la mutualité malienne à 2500 commerçants et leurs familles. Agali Agissa. Le syndicat des commerçants détaillants du Mali, SINACODEM, est soucieux de l'état de santé de ses membres. Et c'est dans ce sens que le syndicat a signé cette convention avec l'Union technique de la mutualité malienne. Une convention qui vise à faciliter aux commerçants détaillants l'accès aux services de santé. À travers cet accord, le SINACODEM entend garantir l'assurance maladie volontaire à plus de 2000 adhérents et leurs familles. Après les travailleurs, après les cultivateurs, il est nécessaire aussi que les commerçants rentrent dans cette mutualité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons souhaité appeler tous nos adhérents pour que cette signature soit faite devant tous. Les prestations concernées par cette assurance sont diverses.
Ce sont les conditions d'adhésion habituelles au niveau de la mutualité malienne. Il faut être membre. Vous prenez une carte pour adhérer et couvrir votre famille. Il s'agit de payer aussi des cotisations qui sont fixées et des cotisations que vous payez régulièrement pour avoir droit aux prestations. La couverture sanitaire, on a dit au moins 75% de prise en charge pour l'hospitalisation et pour l'ambulatoire. Le président de la Chambre du commerce et d'industrie et le représentant du ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées se sont réjouis de cette initiative qui va sans nul doute améliorer l'état de santé des personnes. On parle d'environnement à présent. La mare Kolongo de Missabougou est menacée de dégradation. Le constat a été fait ce matin par le président de la Confédération nationale des coopératives d'habitat du Mali en visite sur les berges. La visite s'inscrit dans le cadre du réaménagement de cette mare en vue de sa valorisation. Ce projet de réaménagement est élaboré en collaboration avec le ministère de l'élevage et de la pêche. Tchemoko Kounate. Il y a une trentaine d'années de cela, elle faisait l'objet d'une pêche annuelle collective par les habitants des quartiers de la périphérie, Missabougou, Yirimadjo et Sirakoro Megetana. Elle était à l'époque facteur de promotion de la cohésion sociale. Il s'agit bien de la mare Kolongo de Missabougou, une mare qui affiche aujourd'hui un visage peu reluisant à cause de son abandon par la population. Le jour où nous sommes venus à Soutadounou pour prier pour le Mali, ce jour-là, nous avons été informés de l'existence d'une mare ici à Missabougou et de l'intérêt que portent les 3 villages à cette mare. La mare dont il est question même est en train d'être engloutie par la boue. Pour donner à ce patrimoine précieux ses vertus d'antan, les responsables de la Confédération ont entrepris des actions. La visite de ce jeudi en est le premier pas. Il s'agit d'un réaménagement qui va favoriser la pisciculture dans cette mare. L'objectif général est de contribuer à la création d'emplois. Ça répond non seulement aux préoccupations, comme je l'ai dit tantôt, de l'emploi des jeunes et des femmes, mais également l'amélioration du cadre de vie. Ça fait plusieurs années on nous parle de l'aménagement des berges du fleuve Niger. Je crois que ce projet répond encore une fois à ces soucis. Pour la mise en œuvre de ces projets, une étude préliminaire sera faite. L'étude est bien faisable ici. C'est un projet fiable. Ça peut être une source d'emploi et un lieu d'occupation pour les pêcheurs pendant les périodes où il n'y a pas de poissons. Cette visite intervient en prélude à une grande pêche collective prévue le 27 décembre prochain. Dans le monde, on estime aujourd'hui à plus de 39 millions le nombre de personnes infectées par le VIH-Sida, avec 70% des cas sur le continent africain où la maladie se féminise de plus en plus. La proportion de la transmission mère-enfant est inquiétante et selon un rapport onusien, le nombre de moins de 15 ans contaminés était d'environ 3,4 millions dans le monde en 2011, dont 91% en Afrique subsaharienne. Cependant, le Mali, accompagné par de nombreux partenaires, notamment le Haut Conseil de lutte contre le sida, veille au grain. Des structures comme le CESAC accompagnent et suivent les malades du sida. En effet, beaucoup d'efforts ont été consentis dans le domaine du dépistage, de la prise en charge et du traitement. Mais il faut reconnaître qu'il reste encore beaucoup à faire du côté des familles et de l'entourage direct des enfants malades. Dans ce dossier, Nyanya Aliou Traoré s'est intéressé à la prise en charge et au vécu quotidien de ces mères et de leurs enfants victimes du sida. Oumar, Mamadou, Aminata ou encore Djelika. Certains sont à peine âgés de 1 an. Ils sont tous victimes du mal du siècle. On ne vous montrera pas leurs images. Telle leur douleur est grande et ne laisse personne indifférente. On a à peu près dans le monde quelque chose comme 32 millions, 32 à 33 millions comme ça. En Afrique, on a à peu près 25 millions. Et au Mali, on a à peu près 100 000 personnes. La grande majorité des 100 000 personnes au Mali sont des jeunes groupes à risque, les professionnels du sexe, les routiers, les transporteurs, les vendeuses ambulantes, les jeunes filles qui viennent des campagnes pour travailler et la population de tous les jours ambulante. Cette dame qu'on nommera Adam est atteinte du virus du sida depuis plusieurs années. Nous l'avons rencontrée au centre intégré d'écoute, de soins, d'animation et de conseil CESAC. Ne dira cɛ min ma an y'a dɔnna ko a b'o la dɛ mɛ yen anw tɛ taa la ko ne kana di cɛ wɛrɛ ma ni cɛ de ko k'ale bɛ ne ta n'ale ye ne ta a mana ja ale ka sa sen na tiɲɛna cɛ b'a ne mɛnna parce que ne den naani n'a de ye nin ye a kɔnɔna na bana kɔnɔna
La contamination mère-enfant peut avoir lieu à différents moments. En premier lieu, elle peut arriver de façon précoce, c'est-à-dire fœtale, une hétéro-infection. Secondo, au moment de l'accouchement. Et tertio, l'infection tardive, par l'allaitement dans les premiers mois de la vie. Au Mali, la forme la plus fréquente est la phase de l'allaitement. À un moment donné, il faut sévrer l'enfant. Donc la belle famille n'étant pas au courant de l'infection, ça devient difficile pour elles. Donc elles sont obligées de donner à téter à l'enfant jusqu'à ce que l'enfant soit infecté lui aussi. Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de dispositions sont prises pour que nous puissions réduire au maximum le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Cela commence par des entretiens que nous effectuons avec les femmes enceintes. Être infectée par le VIH en tant que femme ne prédispose pas obligatoirement l'enfant au VIH. Sans le dépistage, on ne peut pas lutter contre la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Par rapport aux autorités, il faut qu'on prenne des mesures. Maintenant, il faut que d'ailleurs qu'on passe le cadre de consentement par rapport au dépistage du VIH. Il faut que ça soit systématique, comme tous les bilans périnataux. Adam ne vit pas à Bamako. Pour se rendre au CESAC, elle doit multiplier de petits boulots. La salle d'accueil constitue le premier lien entre les malades et les travailleurs du centre. Ici, tout est mis en œuvre pour mettre le patient en confiance. Il faut accueillir la personne avec sourire et vous mettre à la disposition de la personne, lui garantir la confiance surtout, parce qu'ici c'est surtout la confidentialité, le garder secret. Donc quand la personne vient ici, on lui montre qu'il peut se confier à nous. Grâce à l'appui des partenaires techniques et l'accompagnement du gouvernement malien, les personnes infectées du virus du sida bénéficient des soins quasi gratuits depuis 2004. L'accès aux médicaments antirétroviraux ARV est permis à toutes les personnes vivant avec le VIH-Sida au Mali. Les malades du sida, les personnes qui s'occupent de leur prise en charge, les médecins, tout ce beau monde garde l'espoir, mais reconnaît que beaucoup reste à faire. Nous avons une dépense de l'ordre de 16 milliards de médicaments et de choses d'intervention à faire par année. C'est beaucoup. Et sur ces 16 milliards, il y a 82% sont pris en charge par l'extérieur. Vous imaginez? Et donc, nous avons un traitement très dépendant de l'extérieur. Voilà, c'était là le dossier de cette édition consacrée à la prise en charge des malades du sida. Dossier signé Nyanya Aliou Traoré. Du sport à présent dans cette édition football, championnat national de Ligue 1. La première journée s'est poursuivie hier au stade Omnisport Modibo Keïta avec une seule rencontre qui a opposé l'AS Real à l'Atar Club de Kidal. Match sanctionné par la large victoire des Scorpions du Real 6-1. Siragatou Sissé nous résume le match. Raté l'Atar Club de Kidal. Effectuant ses grands débuts dans l'élite, Atar Club est tombé les armes à la main face à l'expérimentée équipe de l'AS Real. Les Scorpions enchaînent les buts aux 9e minute, 13e minute, œuvre de Moussa Koné, et 28e minute par Ibrahima Sidibé, le transfuge du Djoliba Assi. Atar Club de Kidal réduit le score à la 39e minute grâce à Ousmane Konaté. C'est le premier but de l'histoire du club en Ligue 1. Mi-temps 3-1. À la reprise, le nouvel entraîneur de l'AS Real, Noum Diané, a demandé à ses joueurs plus d'application. 51e minute, le gardien d'Atar Club, Alou Diarra, arrête un penalty exécuté par Moussa Koné. L'AS Real, presque dans son jardin, lance les assauts. 67e minute, Alou Badra Silla, puis Moussa Koné par 2 fois aux 70e minute et 82e minute pour les 4e, 5e et 6e buts des Scorpions. Entre l'AS Real et l'Atar Club de Kidal, c'est une différence de classe. Ça a été un match très dur parce qu'on vient dans ce truc au moins pour... Si on ne gagne pas, il faut limiter les dégâts. Mais on a été vraiment très surpris
En venant ici, on ne pensait pas prendre 6 billes, mais nous avons pris 6 billes. Bon, on a vu les lacunes. L'équipe a un peu réagi en dernière minute. Nous allons essayer de corriger ces lacunes pour au moins engager les autres journées parce qu'il reste à peu près 29 journées. Sur le plan technique, je pense que ça a été un très bon match. C'était le premier match, pour nous, c'était le premier match de notre entrée en championnat national. Cette année, il fallait quand même gagner ce match-là, faire un bon match. Et techniquement, je pense qu'on s'est créé, et on est parvenu à se créer des occasions et on est parvenu aussi à les concrétiser. Je pense que le niveau sur le plan technique et tactique, c'était bien. La Serral, nouvelle version, prend provisoirement le fauteuil de leader. Le match Djoliba AC Isfas a été reporté à cause de l'arrivée tardive des Rouges de retour de Dolozi au Congo et de la participation des militaires de l'Isfas à la Camp Foot à Abidjan en Côte d'Ivoire. Voilà, la première journée sera donc bouclée avec ce match en retard entre le Djoliba AC et l'Isfas. Page noire de ce journal, le monde de la culture est en deuil, en effet. Keleti Diabaté n'est plus cet homme orchestre, géant de la culture malienne, s'est éteint ce matin à l'âge de 82 ans. Il a été accompagné cet après-midi à sa dernière demeure au cimetière de Lafiabougou. Mamourou Sidibé. L'école est la référence de beaucoup de réussites. Mais Keleti Diabaté, qui vient de nous quitter à 82 ans, s'est hissé au sommet de son art avec la qualité d'avoir une oreille musicale. Sur scène, voilà un musicien complet qui accompagne, soutient et oriente les rythmes pour donner un sens et le goût à la musique. Depuis dans les années 50, dans les années 40, c'est quelqu'un qui s'est donné à la musique et qui a appris des choses et qui a fait des stars dans le monde. Keleti Diabaté rejoint le Bercail pour se mettre à la disposition du monde de la culture malienne. Je suis venu en 1963 là, ici à Bamako, jusqu'en 1966. Keleti est venu de la Guinée. Le président Mouloumo Keïta, qui lui a fait venir de la Guinée, il était en Guinée comme un grand guitariste. À l'époque, il était le meilleur guitariste pour former l'orchestre national. De tous les instruments qu'il a connus, Keleti a fait du balafon son compagnon de tous les temps. Il est incontestablement le grand innovateur de cet instrument. Keleti, vraiment, il pouvait dire je ne veux pas jouer de cet instrument, sinon il jouait de tous les instruments. Un grand homme orchestre. Et il jouait des instruments modernes, les instruments traditionnels. C'est-à-dire il jouait de tout. Et une innovation qu'il a faite, c'est de jumeler le balafon mandingue et le balafon de Sikasso, le bala pentatonique et le bala diatonique, qui donne le clavier du piano. Programmé hier soir à l'Institut français, le concert de Keleti était prévu pour ce vendredi à 20h. C'était sans compter sur le sort qui lui était réservé ce matin. Keleti repose désormais au cimetière de Lafiabougou, d'ores en paix, Mozambique. Voilà, c'est donc la fin de cette édition. Demain à 13h, vous retrouverez Amadou Sankaré et à 20h, c'est Ibrahim Maïga pour la grande édition du soir. Merci de votre fidélité à nos programmes et merci d'avoir une pensée pour nos compatriotes vivant dans les régions du Nord sous occupation. Ne les oublions pas. Bonsoir.